à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble en direct pendant 30 minutes pour parler d'actu. N'oubliez pas, cette émission, c'est aussi la vôtre. Alors si vous voulez commenter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez pas à poser vos questions à nos invités au programme. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec le président du Rhino Jazz Festival. Et puis qui dit lundi, dit sport avec Sébastien Germain. Shannon Fayol, joueuse du CSFA Academy en Billis et du foot féminin, sera avec nous. On parlera du début de saison de ces joueuses. Mais avant, les titres du JT avec vous. Bonsoir Fanette. Bonsoir. Alors de quoi on va parler? On va parler zone blanche aujourd'hui. On va parler zone blanche. Effectivement, c'est un sujet préparé par Sonia Mussier. Il y a à peu près 500 communes en France qui n'ont toujours pas de réseau mobile, n'importe quel opérateur. Il y en a 6 en Haute-Savoie, donc on va faire un petit peu le point, puisqu'il y a eu plusieurs plans annoncés par le gouvernement, etc. Donc elle a été notamment à Montmain. Pour que tout le monde puisse nous recevoir sur Facebook. C'est ça. Et puis on parlera forcément de la descente des alpages qui a eu lieu ce week-end. Voilà, une 44e édition. Donc là, on a suivi un jeune éleveur qui est installé à Sénaux, qui a défilé avec ses vaches. Il y a plus de 90 000 personnes chaque année sur cet événement, donc on a été faire un petit tour. Et en plus, il faisait beau. Et puis l'actu, ça se passe aussi chez nos confrères Fanette, et on commence avec RTS. Voilà, on a souvent l'occasion d'en parler sur 8 Mont-Blanc. Les objets de crispation entre la France et la Suisse, tu le sais, Pauline, ne manquent pas. Exemple avec les transports. Donc là, c'est un regard côté suisse avec cet article, les reportages de nos confrères de RTS et la télévision publique suisse. Pour désengorger les routes suisses, la Confédération et les cantons dépensent, je cite, des millions de francs en France pour soutenir les transports publics dans les régions frontalières. Mais ça provoque des tensions. C'est notamment le cas du côté de Belfort, où nos voisins estiment que les garanties qui avaient été prises pour le développement d'une ligne ferroviaire ne sont pas tenues. Et puisqu'ils ont mis beaucoup d'argent dedans, ça leur pose problème, on peut comprendre. En revanche, plus près de nous, le problème se pose différemment, puisque au niveau du canton de Genève, le canton ne dépense plus un seul sou. En tout cas, il ne dépense que côté suisse, plus du tout côté français. Et ce, depuis la votation sur les parkings Play+R. Je te rappelle que le 18 mai 2014, la population avait accepté un référendum du MCG contre le cofinancement de ces parkings. Donc depuis, ça les a un petit peu refroidis, donc il n'y a plus de financement côté français. Les transports, de toute façon, entre Suisse et France, c'est une problématique qui est de tout temps récurrente et qui est compliquée. Et puis, tu t'intéressais aussi à un exercice qui aura lieu demain. Voilà, donc ça, c'est un investissement de la préfecture de Haute-Savoie sur Twitter. Demain, un important exercice de sécurité est organisé à La Roche-sur-Foron, sur le site de Roche Expo, qui accueille des milliers de visiteurs chaque année sur différents événements. Le scénario, donc, c'est un attentat qui fait plusieurs victimes. Et cette simulation, se voulant la plus réaliste possible, la préfecture prévient les habitants pour déjà qu'ils ne s'alarment pas, qu'ils n'encombrent pas, on le voit là, les réseaux de télécommunications, qu'ils ne diffusent pas de rumeurs, qu'ils ne se mettent pas en danger non plus, puisqu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça va brasser. Donc nous, on sera sur place demain avec Olivia Boisson pour faire vivre ça aux téléspectateurs en live sur Facebook régulièrement pendant toute la durée de l'exercice pour voir un petit peu de l'intérieur comment ça peut se passer. C'est toujours intéressant. Et je crois qu'on va avoir des jolis gilets verts. Vous allez être toutes belles. Voilà, c'est ça on aime bien. Et toi, Pauline, on va voir qu'on peut participer aux Jeux Olympiques, mais depuis son canapé. Exactement. Est-ce que vous êtes joueur de jeux vidéo? Pas trop, non. Pas trop. Je dois avouer, pas trop. Et si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie, Steep qui a été conçu chez Ubisoft Annecy. Alors c'est le jeu de ski dont on a déjà parlé qui est chez nous. Et bien finalement ça va se décliner sur les Jeux Olympiques. Ça sera lancé le 5 décembre prochain. Alors il propose dans son mode histoire de vivre l'aventure d'un jeune athlète s'entraînant pour les 3 disciplines de ski freestyle qui seront aux JO, Big Air, Halfpipe et Slopestyle, afin de décrocher sa qualification pour les JO et ainsi tenter de devenir le premier athlète à avoir 3 médailles d'or dans ces disciplines. Et puis surtout, avant chaque défi, et c'est là où c'est rigolo, le joueur pourra recevoir les conseils d'autres athlètes olympiques comme Tessa Worley, Kevin Rolland, Alexis Pinturo ou encore Lindsey Vonn, l'américaine. Le jeu propose aussi des courses de ski alpin, de snowboard, idéal pour se mettre dans la peau d'un champion. Donc Fanette ou monsieur, si jamais ça vous intéresse, le 5 décembre, vous pourrez vous prendre pour un skieur Jeux Olympiques. Ça sera plus facile peut-être. Oui, c'est ça. Au moins, quand on tombe, on se fait pas mal. Et puis on va prendre l'air pour terminer cette revue de presse. Oui, toujours un petit peu dans le même domaine. Parti le 5 octobre dernier de Cluse, vers 3h du matin, Paul Bonhomme, il a bouclé sa traversée du massif des Aravis. Alors au départ, il voulait le faire en 48 heures. Finalement, il l'a fait en 37 heures. Alors c'est un projet entre trail et alpinisme, 60 km, 6000 mètres de dénivelé. Et l'objectif surtout, c'était de récolter des fonds au profit d'Amnesty International. Il en a fait toute une vidéo. Je vous propose de regarder un petit extrait.
ça donne envie. Ça donne le vertige. Aussi un petit peu. Au choix. Les deux. Un peu des deux. C'est plus vrai que le jeu Steep, donc du coup, ça. bon, c'est plus dangereux. Eh ben, merci beaucoup, Merci. Fanette, et puis je te laisse aller te préparer pour le JT. À On tout se à retrouve l'heure. tout à l'heure pour les titres. Je reçois donc Jean-Paul Chalazon, vous êtes donc le président du Rhino Jazz Festival. Merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Alors, Rhino Jazz Festival, d'où il vient ce nom déjà? Ah, voilà, c'est une longue histoire, alors je vais la faire Très courte. Très courte. J'ai un ami qui avait fait une affiche pour une édition, la 8e, la 9e, je ne sais plus. Et à cette occasion, il avait fait... Je vais vous couper tout de suite parce qu'apparemment, on a un petit problème de micro. Ah, ben, Oui, ça arrive souvent. Alors, je vais vous prendre le micro qui est dans votre poche. Non, que je vais juste vous sortir, voilà, et puis je vais vous l'allumer, puisqu'a priori, en fait, je pense qu'on vous a coupé. Non, on n'a pas de souci de micro. Écoutez, a priori, le micro est allumé, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si en régie, voilà. Alors, bon, on va reprendre donc le Rhino Festival en quelques mots, rapidement. Donc pourquoi? Alors, c'est vrai, Rhino Jazz, Rhino, c'est un mot qui intrigue énormément. C'est suite à une affiche qui avait été faite par un de mes amis, qui est professeur aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Il avait exposé énormément de rhinocéros dans le hall, dans les salles, dans les couloirs, etc. Mais des grands rhinocéros, 2 mètres par 3, 3 mètres par 4, etc. Et j'avais trouvé qu'il y avait une adéquation entre ces animaux, assez fabuleux, de force, de puissance, d'énigmes, et les musiques qu'on proposait. Donc, j'ai eu l'idée comme ça de mettre la prochaine affiche avec un rhinocéros. Les gens se sont mis à appeler la manifestation le Rhino. Et ainsi est né le rhinocéros. C'est une histoire toute simple, très décevante, mais c'est celle-ci. Mais elle est rigolote, c'est une anecdote comme une autre. Alors cette année, vous rendez hommage à David Bowie qui nous a quittés. C'était une évidence? Alors c'est une évidence depuis très longtemps. Depuis 5-6 ans, nous avions l'envie, effectivement, de pouvoir aborder ce musicien qui est David Bowie, pour voir l'influence qu'il pouvait avoir sur des musiciens d'aujourd'hui, sur des jeunes musiciens. Ce projet, il a mûri pendant 2-3 ans, et puis David Bowie décède. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer ou pas? Moi, j'ai eu un petit peu le réflexe de me dire, il ne faut pas que ce soit vu comme de l'opportunisme, mais on avait déjà tellement engagé de travail sur ce thème qu'on a décidé de continuer. Et parce qu'il y a eu des créations par rapport à ça. Voilà, et c'est ainsi qu'on a 3 créations mondiales. Les 2 premières se sont déroulées samedi, et la dernière se déroule le 21 octobre à Saint-Étienne-au-Fil, et elle se déroule avec les 4 musiciens qui ont enregistré le dernier album, Black Star, avec David Bowie. C'est impressionnant pour ce festival. C'est quoi? C'est une reconnaissance aussi d'avoir ces musiciens C'est une reconnaissance mutuelle. Je crois qu'eux sont très, très, très heureux d'avoir cette opportunité. Et nous sommes également très, très heureux de les accueillir. Donc, en fait, le bonheur est partagé. Voilà. Mais là, ils arrivent demain et ils se mettent au travail. Enfin, ils ont déjà eu de nombreuses correspondances avec Daniel Ivinec, qui est le directeur musical de ces créations. Voilà. Mais ça va être, je pense, un très très grand moment. Donc c'est ce samedi 21 octobre à Saint-Étienne. Il reste des places. Il reste des places, mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, mais il en reste encore quelques-unes. Alors ce festival, c'est un petit peu un mélange de jazz, de soul, de blues, un peu de rock. C'est ça, c'est mélange de toutes les musiques finalement, même si c'est un festival de jazz. Oui, alors d'abord, il faudrait définir ce qu'est le jazz. Et alors moi, je ne le fais pas, ça. C'est fini. Faut pas ça, c'est fini, c'est trop compliqué. C'est vrai, fut un temps, c'est une musique qui était rangée dans des petits tiroirs au fur et à mesure, les époques. Le pays d'abord, les États-Unis, les autres pays ensuite, c'était pratique. Depuis maintenant quelques décades, c'est fini, ça envahit le monde entier, les sources d'inspiration sont tellement diverses. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous, lorsqu'on écrit Rhino Jazz, on met un S après les 2 Z, comme ça résout beaucoup de problèmes. Alors, quant à notre manifestation, quant au Rhino Jazz, il est exact qu'il y a énormément de styles musicaux. Au tout départ du festival, nous étions axés sur des choses excessivement contemporaines, qui étaient quasiment inédites lorsqu'on les programmait. Et puis la multiplicité des communes avec lesquelles on a
participer. On était parti sur une seule commune au départ. On est sur 25 à 30 communes aujourd'hui. Nous sommes quelques nomades des jazz, en fait. Vous avez envahi les communes d'extérieur. Oui, mais on n'a pas du tout une idée d'hégémonie territoriale. Hein. Nous faisons ça en parfaite collaboration. C'est vrai que ça nous a amené aussi à pouvoir élargir l'esthétique musicale du festival. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut, comme vous le dites très pertinemment, on peut effectivement proposer énormément de concerts de toutes ces musiques-là, parce que le jazz a éclaté. Parfois, pour plaisanter ou répondre rapidement, je dis il y a autant de jazz qu'il y a de compositeurs, mais on n'en est pas loin. Puis je vois la différence qu'il peut y avoir entre un jazz allemand, un jazz italien, sans parler du jazz américain et des jazz américains. C'est très complexe. Celui qui va me définir ce qu'est le jazz aujourd'hui, je serais ravi, mais j'en connais pas. Du coup, vous avez un public qui est très éclectique aussi, du coup ça aide. Oui, tout à fait. C'est un public parfois qui est très différent d'un concert sur l'autre parce que le style de musique déjà, ou le nom qu'on propose, amène sur un nom, il y a un public, sur un autre nom, il y a un autre public. Et puis il y a toujours le noyau du festival qui participe quasiment à l'ensemble des concerts. On a une partie du public qui termine le mois d'octobre très fatigué. Nous, oui, parce que 3 semaines de concerts, il faut les faire. Oui, ça représente 40, 50 concerts, ça dépend des éditions. Il y a quand même des gens qui terminent très fatigués. Vous, votre coup de cœur de ce festival, si vous en avez un? C'est ce festival. C'est la 39e édition, puis c'est la 39e. Je n'arrive pas à dissocier et je m'interdis de dissocier, même si, au fin fond de moi-même, parfois, j'ai un petit coup de cœur, je ne le dis pas, ça serait désobligeant pour les autres, et en fait, c'est vraiment le festival qu'on défend dans son ensemble, avec tous les musiciens qu'on a choisis. Justement, quelle place il a ce festival parmi les multiples festivals de jazz? Il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup. Alors, quand il est né, nous étions très peu nombreux, nous étions une petite dizaine. Aujourd'hui, je ne sais pas, on en annonce 200, je ne sais plus, 250, enfin, il y en a beaucoup. Festival d'un jour, festival de 8 jours, festival d'un peu plus longtemps. Le mot festival aussi est repris parfois pour des durées très différentes. La place que nous avons, je ne sais pas, c'est une place, si nous écoutons les musiciens par exemple, ils nous disent on est heureux de venir chez vous parce que c'est un festival qui défend vraiment toutes ces musiques, c'est un festival qui a une éthique, c'est un festival qui accueille bien les musiciens, c'est un festival qui a un public qui est curieux. Voilà, alors peut-être qu'on est tout ça, et je crois qu'on est surtout un festival qui, depuis le début, ose beaucoup de choses. Nous osons présenter des musiciens encore inconnus, et on rassemble le public. Nous osons faire des créations. Là, tout le monde dit c'est très dur, et nous sommes les premiers à dire c'est très dur de monter un festival. Nous avons cette année monté 3 créations. Nous avons produit 3 créations. Et ça paie puisque c'est déjà la 39e édition. Et c'est la 39e édition. Donc là, j'ai le programme dans les mains. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour la 40e? Il va y avoir des grosses surprises du coup? Alors, il faut déjà nous souhaiter de très bien terminer la 39e. Très bien, il reste encore une semaine, une grosse semaine. Et la 40e, je me ferai un plaisir de venir vous en parler ici, parce que n'oublions pas que Huit-Mont-Blanc est partenaire de ce festival. Et on en est très fiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle beaucoup. Le 39e Rhino Jazz Festival qui a lieu jusqu'au 24 octobre. 24 si je me trompe octobre, pas, c'est ça. C'est ça, 24 Il reste encore octobre. plein de places, n'hésitez pas à aller à ce festival. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors avant de parler de sport, direction Annecy et l'Imperial Palace avec Olivia pour les InAwards. Tu es avec Bernard Fournier. Alors Olivia, les InAwards, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si Olivia m'entend. Et oui, je suis à l'Imperial Palace. Ce soir, ce sont les InAwards 2017. Alors, les InAwards, c'est simple. Ici, on récompense les entreprises les plus innovantes des deux Savoie. Et je suis avec Bernard Fournier, qui est président du groupe Fournier. Alors, ça regroupe Mobalpa, Peren et SoCook. Alors, une question pour vous. Qu'est-ce que c'est l'innovation ? L'innovation, c'est déjà une obligation pour toute entreprise pour survivre, puisque nous vivons dans un monde de concurrence.
Donc l'innovation, c'est apporter des améliorations sans cesse à ses produits, à ses usines, dans les process de fabrication, dans sa logistique, dans sa communication. C'est dans tous les domaines de l'entreprise. On doit innover pour être devant les autres, devant ses concurrents. Alors vous, votre société en tant que telle existe depuis quand? La société a été créée par mon grand-père en 1907. C'était les établissements Eugène Fournier à Thônes, qui était un menuisier qui fabriquait du meuble de jardin, des chalets, de la menuiserie et même des skis. Et puis en 1948, ses deux fils se sont orientés vers la fabrication de cuisine et nous sommes développés depuis dans cette belle région d'Annecy pour faire des cuisines. On a rajouté la salle de bain et maintenant le mobilier sur mesure que nous fabriquons également dans nos usines de Métessy et d'Alex et de Thônes. Donc le fait de vous élargir, ça a été aussi synonyme d'innovation chez vous? Oui, une diversification, toujours dans le domaine de l'aménagement intérieur des appartements et des maisons. C'est notre domaine d'activité, en intégrant de plus en plus des produits annexes tels que l'électroménager, la robinetterie, le sanitaire dans la salle de bain, et en intégrant également, en nous investissant beaucoup dans la distribution de nos produits. Est-ce que c'est aussi synonyme, par exemple, d'automatisation au niveau des machines, etc.? Oui, bien sûr. L'automatisation part de l'écran du vendeur quand il vous fait une proposition de cuisine ou de salle de bain. Cet écran, en fait, derrière, vous avez un fichier qui correspond à votre cuisine, qui nous est envoyé. Et nous pilotons ainsi nos machines avec les données que nous a envoyées le vendeur à travers l'informatique. Donc, en fait, on a l'habitude de dire que nos machines et nos usines sont pilotées par les vendeurs des magasins. Et ensuite, ce qui est complexe dans notre organisation, c'est la gestion des flux de ces produits, puisqu'on a un choix énorme dans la configuration d'une cuisine, au niveau esthétique, au niveau fonctionnel, au niveau dimensionnel. Donc il n'y a pas un produit sur nos chaînes de fabrication qui suit l'autre, qui soit identique au précédent ou à celui qui le suit. Pour vous, l'innovation de demain, c'est laquelle? L'innovation de demain, elle sera dans tous les domaines. Dans notre domaine, je pense que la plus belle innovation sera quand qu'on passera la commande directement au fabricant. Ce sera à peu près ce que l'on appelle aujourd'hui dans l'automobile la voiture autonome. Eh bien nous, ce sera l'autonomie du consommateur qui commandera lui-même sa cuisine avec un système expert qui va le piloter pour ne pas faire d'erreur dans ses choix esthétiques, dans ses choix fonctionnels et dans ses choix dimensionnels. Je pense qu'on y arrivera assez rapidement parce que le sujet est moins complexe que le pilotage d'une voiture en autonomie. Je rappelle que vous êtes sélectionné ce soir pour les InAwards. Et puis Pauline, je vous rends l'antenne et puis nous, la soirée va continuer. Merci beaucoup Olivia. Demain, on aura plus d'infos dans le JT. On est lundi, on parle donc sport forcément avec toi Seb. Bonjour. Bonjour Pauline. Et aujourd'hui, on va parler foot féminin avec ton invité. Oui, on va parler football, mais une fois n'est pas coutume, on va parler foot féminin. La place aux femmes avec mon invité Shannon Fayol, meneuse de jeu de Croix-de-Savoie Football Academy. Shannon, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous connaissez un peu ce plateau, vous étiez là au mois de juillet. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Vous êtes au club depuis presque 5 ans. Vous avez quasiment tout connu avec ce club. Pratiquement. Ouais. Vous avez connu notamment cette formidable saison de l'an dernier avec cette accession. Est-ce que c'était une accession surprise? Est-ce que c'était planifié? Ou est-ce que vous, même les joueuses, vous étiez un petit peu surprise d'arriver aussi haut? Non, c'était planifié, c'était quelque chose qu'on cherchait, qu'on souhaitait réellement. Et ce fut une immense joie. Cette accession en D2. Ouais. Alors, cette saison en Division 2, l'antichambre de l'élite, elle est un petit peu compliquée pour le club Croix-de-Savoie Academy, avec un résultat nul et 5 défaites en 6 matchs. C'est vraiment un niveau différent, la Division 2? Très différent. Personne s'y attendait parce que personne n'avait déjà joué en D2, aucune joueuse parmi nous. Donc, après, bien sûr, ce serait de l'inconscience de voir qu'on pouvait peut-être réussir, réussir un sans faute jusque là. On n'irait pas jusque là, mais malheureusement, oui et non, car ça reste quand même une belle expérience. On prend quand même du plaisir dans ce championnat, même si, comme vous dites, c'est très difficile et compliqué. Qu'est-ce qui manque du coup pour avoir cette première victoire en D2 là? Qu'est-ce qui vous manque? L'expérience? Surtout de l'expérience, bien sûr, et puis de l'efficacité. Voilà. Comme souvent chez les garçons. Voilà. Hier dimanche, donc, vous receviez l'AS Nancy-Lorraine au stade Salvatore Mazzeo de Gaillard.
Ça a été compliqué avec une défaite 5-0 et tu me disais, vous me disiez en préparant l'émission, c'est la meilleure équipe que vous avez affrontée depuis le début. Oui, jusqu'à maintenant, oui. Même si c'est vrai, on avait quand même eu de l'espoir avant d'entamer ce match face à la prestation qu'on avait faite la semaine dernière, face à User, qui sont deuxième du championnat. Donc justement, après ce match face à Nancy, ça nous a bien remis en place. mais oui, réellement, la meilleure équipe qu'on a rencontrée jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Alors le score peut être lourd, 5-0. Il n'y avait vraiment pas photo entre les deux? Il n'y avait pas photo, c'était une défaite logique. Après, bien sûr, nous, comme on dit, il y a toujours de l'amélioration à faire de toute manière. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de nous-mêmes, mais la défaite est logique. Est-ce que vous attendiez à une telle différence de niveau? Alors vous l'avez dit, aucune des joueuses ne connaissait ce niveau, mais entre l'année dernière et cette année en Division 2, est-ce que vous attendiez une différence aussi grande? Oui, sur tous les points, c'est vraiment au-dessus. Ça change beaucoup, sur tous les aspects. Physique, technique. Donc voilà, rien que les petits détails peut nous jouer des tours et on l'a très bien vu durant cette entame de saison. Alors on va faire une petite pause, on va partir du côté d'Annecy au Stade des Fins pour parler rugby. Sébastien, l'US Annecy recevait Pontarlier en Fédéral 2. On regarde ton résumé. Auréolés d'un très bon début de saison, les Annéciens réalisent une entame de match parfaite face à des doubistes très indisciplinés. Thomas Marini marque 2 pénalités coup sur coup et il ne faut patienter que 7 petites minutes pour voir le premier essai. Le premier d'une longue série. Sami Chaba vient aplatir entre les poteaux après une longue séquence de jeu. 13-0 pour l'US Annecy après 8 minutes. C'est ensuite le 3 Karel Gidel qui lui aussi marque entre les poteaux pour le deuxième essai. Le capitaine Ludovic Perruissé s'invite à la fête avec un essai au quart d'heure de jeu, 25-0 pour le Haut-Savoyard, après 16 minutes. L'après-midi s'annonce très longue pour Pontarlier, qui va curieusement revenir petit à petit dans la partie, grâce à 3 essais d'avant, inscrits avant la pause. Score à la mi-temps, 28-15 pour l'US Annecy. Les Hauts-Savoyards repartent de l'avant dès la reprise avec 3 nouveaux essais en 20 minutes. Et Sami Chaba en profite pour s'offrir un doublé. Après 1 heure de jeu, Annecy mène 45-15. Malheureusement, un dernier essai de Pontarlier va priver les Annéciens du bonus offensif. Score final 45-22. Annecy, toujours invaincu, continue son parcours quasi parfait. Et beaucoup de jeux, beaucoup d'intentions, c'est ce que je notais au début, à savoir que les joueurs ont vraiment envie de se faire plaisir, ils ont envie de transmettre du plaisir, nous on va les aider à ça. Donc voilà, la météo s'y prêtait, même au creux de l'hiver, je pense que le cœur est énorme et l'envie de bien faire sera toujours là. C'est un match de reprise, donc on va se contenter très facilement de ces 4 points qui sont des bons 4 points. Il y a des intentions, les joueurs ont envie de se faire plaisir, les joueurs répondent présents aux entraînements et non, tout est au vert. Tant pis pour le bonus, c'est pas très important, on fera les comptes à la fin, c'est pas très important. L'objectif c'est la victoire, après ça fait chier de perdre ce bonus à la fin. Bon, on prend 4 points, hein, on continue notre petit chemin, 4 points de plus, on est toujours devant. Maintenant il va falloir bosser parce que pas mal de petites erreurs. On voit qu'on fait 20 minutes parfaites et puis au bout de 20 minutes, on fait n'importe quoi et voilà, c'est dommage parce qu'on tenait le match. Prochaine rencontre pour les Bleus de Lussard, ce dimanche 22 octobre, avec un déplacement périlleux à Voiron, 3e de cette poule 3 de Fédéral 2. Alors Shannon, on l'a dit, ce début de saison est compliqué d'un point de vue comptable, mais pourtant sur certains matchs, sur les 6 matchs qui ont lieu, il y a des matchs où vous avez vraiment montré de belles choses et ça n'a pas joué à grand chose. Vous le ressentez vous au sein de l'effectif? Oui, bien sûr. Déjà, notre engagement durant la semaine, pendant les entraînements. On a rajouté aussi un entraînement en plus pour celles qui le voulaient, qui ont à cœur de faire son meilleur du possible, justement pour prétendre être au niveau que demande la D2. On a vu que les derniers matchs qu'on a fait bien avant Nancy, on a pu montrer qu'on arrivait à marquer déjà aussi, et aussi de mener au score. Donc ça aussi qui est un petit peu frustrant, de se dire qu'on mène au score et qu'on n'arrive pas à tenir ce score-là. Et donc oui, ça montre qu'il y a du positif et ça montre qu'on est capable de faire quelque chose dans ce championnat. Un mot sur le coach, Dejan Belic, il est comment? Ah, il est très... Il vous sollicite beaucoup, il vous demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts? Voilà, vraiment. Vraiment, ouais. Et
son mot à lui, comme il dit, c'est die-die. Donc il n'y a pas un moment de... Il y a pas de détente avec lui, c'est travail, travail. Et puis et ça montre pendant les entraînements déjà qu'il a rajouté un entraînement en plus. Ça veut dire que vous en avez combien du coup par semaine? 4. Mardi, Ouais, mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que Ce qui est déjà beaucoup. conséquent? C'est Quand, beaucoup, ouais. quand on sait que vous avez travaillez à en dehors, côté vous travaillez. Ouais. On travaille tout à côté, ouais. Cette première victoire, ça sera forcément un déclic pour vous les joueuses. Oui, déjà, ça va faire du bien au moral. Et réellement, on l'attend vraiment, cette victoire. Mais voilà, on mesure le travail qu'il y a à faire et les efforts à fournir pour aller arracher cette victoire. Est-ce qu'au sein du club, vous avez souffert de la chute de l'ETGFC? On rappelle que le club avait fusionné. Est-ce que vous, chez les filles, dans la section féminine, vous avez souffert de cette chute? Non, du tout. On était assez indépendants des garçons. Donc, non, mis à part le blason et puis les équipements, non, on n'a pas été touchés plus que ça. Alors, ce début de saison, on ne peut pas l'occulter, mais malgré tout, on va revenir sur cette fin de saison dernière avec des barrages victorieux, cette montée en Division 2. Avec le recul, quel souvenir vous gardez de cette aventure? Vous qui êtes là au club depuis longtemps? Tous les efforts qui ont été récompensés. La joie de voir tout le monde qu'on a apporté déjà sur le terrain pour nous soutenir, pour nous supporter. Et puis et de voir tous les efforts fournis par les joueuses, par les bénévoles du club, par tous ceux qui font le travail pour que nous, les joueuses, on puisse avoir ces opportunités-là de jouer au plus haut niveau. Et puis et que des souvenirs agréables. Et puis c'est la première fois que je vois mon président courir sur un terrain. Donc, ça valait le coup. Ça valait Rien le que coup. pour ça valait le coup. Voilà. Alors Seb, on continue, on va parler rugby toujours avec Chambéry cette fois-ci qui continue son sans faute et là c'est en fédéral. Et oui, match au sommet ce vendredi soir du côté du stade municipal de Chambéry puisque le SOC recevait son dauphin au classement Valence Roman. Et ce fut très compliqué pour les Savoyards qui ont payé cher la maladresse de leur buteur Godwin, auteur d'un 0/3 en première période. Résultat 9-0 pour Valence à la mi-temps. Mais en deuxième période, les Chambériens vont revenir puis dépasser les Dromois grâce notamment à 2 essais inscrits par le capitaine Damien Vicente et Georges Solvant. 2 essais qui permettent aux jaunes et noirs de mener 15-9. Valence Roman marquera une dernière pénalité pour revenir à 15-12, mais le SOC garde l'avantage. 5e victoire en 5 rencontres. Je vous laisse d'ailleurs écouter quelques réactions après ce match. Félicitations. Ce qui n'a pas été parfait, c'est notre réussite au pied, quoi. Parce que je pense qu'en première mi-temps, je crois qu'on échappe 9 ou 12 points. Et le match est totalement différent si on met ne serait-ce que la moitié de ces points, quoi. Après, moi, je félicite vraiment les joueurs parce que sur les intentions de jeu, ils ont été énormes. Je crois qu'on a produit en temps de jeu une quantité de situations en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Et je pense que c'est justice qu'on aille chercher la victoire avec 2 essais, quoi. Là, c'est vrai que c'est un début de saison parfait, quand tu vois 5 victoires avec les équipes qu'on a croisées. On gagne à Aix-en-Provence la semaine dernière, on bat le premier match ici. Voilà, malgré ça, dans notre tête, on reste petit, voilà, les outsiders. Et voilà, on prépare les matchs comme si, pas comme si on était les premiers, voilà, avec respect et voilà, et vigilance. Maintenant, voilà, on travaille toujours dur. Chaque semaine, on se remet au boulot, on se retrouve chez Mons. On se remet en question chaque joueur pour donner le meilleur de nous-mêmes chaque week-end et progresser chaque week-end pendant les matchs. Voilà, ça marche pour l'instant. Comme on dit, quand on gagne, tout va bien. Maintenant, voilà, il y a bien un jour où on va perdre et c'est là où on verra si on a les ressources nécessaires pour se retrousser les manches dans la difficulté. Maintenant, voilà, tout nous sourit. Il faut que ça continue. Shannon, une dernière question. On sait que vous faites énormément pour le développement et la formation, puisque vous êtes responsable des jeunes. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, en tant que joueuse dans la formation? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'encadrer les jeunes? C'est le fait de pouvoir enseigner mon savoir-faire aux tout petits et de voir que justement, lorsqu'ils appliquent ça pendant les matchs et puis qu'il y a la réussite derrière, de voir qu'elles ont la banane, moi ça me fait... C'est vraiment un kiff, comme on dit. Et puis, et c'est vraiment là-dessus que je me base vraiment. C'est de voir le sourire aux lèvres des jeunes et
Et de voir leur progression, c'est un réel plaisir. Et puis c'est l'avenir aussi du club. Et c'est l'avenir du club, voilà. Très rapidement, moi j'ai une question. On le sait, c'est les sponsors, c'est un peu compliqué. On le disait avant de préparer l'émission. Vous cherchez toujours des sponsors pour vous aider parce que les déplacements c'est loin, ça coûte cher aussi pour le club. Malgré la montée en Malgré la montée en D2. Surtout avec la montée en D2, où le budget s'est carrément multiplié. Donc oui, il y a beaucoup d'efforts à faire. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup d'efforts fournis par les membres du club. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et puis, il y a encore beaucoup d'efforts encore à fournir. Mais il faut y aller, le foot féminin, c'est formidable. Ouais. Et puis on a la chance d'avoir une équipe en division 2. Voilà, ce qui est pas le cas des hommes. Voilà, donc on va venir encourager cette équipe. il fallait les encourager. On viendra venir faire un match, un de ces 4. Ah ben on vous attend, il n'y a pas de problème. Et puis ça, on termine rapidement avec quelques résultats sportifs du week-end. Voilà les résultats du football avec la première équipe de Haute-Savoie, Annecy, le FC Annecy en National 2, 8e journée. Victoire 3-1 contre Épinal. Annecy est 3e du classement. En National 3, la défaite de Chambéry du côté de Vaux-en-Velin. Et donc en D2 féminine, on l'a dit, avec Shannon, la défaite de Croix-de-Savoie en Billy contre Nancy 5-0. On parle basketball avec la première match de la saison pour ex-Maurienne Savoie Basket. Un déplacement compliqué du côté de Nancy, ancien champion de France. Défaite 61-54, première journée, 0 victoire, 1 défaite. Un mot de rugby avec, on l'a vu en image, la victoire de Chambéry contre Valence Roman 15-12. Chambéry continue son sans faute. 5 matchs, 5 victoires, 21 points au classement. En Fédéral 2, Annecy-Pontarlier 45-22. Et la belle victoire de Rumilly 41-16 contre Bellegarde. En hockey sur glace, la saison, le chemin de croix continue pour Chamonix qui s'est incliné du côté de Mulhouse en Alsace. 5-4 après prolongation. Chambéry est 11e sur 12 avec 9 points. En Division 1, le derby, défaite de Dancy contre Courchevel, Méribel-Pralognan après prolongation. Défaite également pour Montblanc du côté de la Roche-sur-Yon en Vendée, 7-4. Du handball avec le résultat de Chambéry, 5e défaite en 5 matchs. C'est le contraire du rugby, là, pour les handballeurs. Défaite du côté d'Aix-en-Provence, 29-28. Il y a la sonnette d'alarme du côté de Chambéry, 5e défaite. Et enfin, un water polo, la deuxième victoire d'Aix-en-Savoie après une victoire à l'extérieur. Deuxième match, victoire contre Arnes, 15-10. Donc le début de saison est parfait pour les Savoyards. C'est un week-end mitigé pour les clubs. Voilà, il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon et du moins bon. Merci beaucoup. Ça, Merci on se retrouve la Pauline. semaine prochaine pour parler des sports. Merci Shannon. Et puis on attend cette première victoire avec impatience. Merci d'être venu sur le plateau. Tout de suite, le JT avec Fenêtre de Buisson, on parlera des zones blanches, mais également de la descente des alpages. Et puis demain, dans l'émission, nous parlerons d'Octobre Rose. Nous recevrons également les concepteurs d'une application mobile très originale qui s'appelle Tag My Foot. Et on fera aussi du roller sur ce plateau. Si c'est possible, surtout ne ratez pas. Passez donc une très belle soirée et à bientôt sur 8 Mont Blanc.